C'est l'adieu à la Lune, déjà. 40 mois seulement après la nuit triomphale d'Apollo 11, les Américains abandonnent leur conquête, peut-être jusqu'à la fin du siècle. L'astronautique américaine a pourtant surmonté l'épreuve post-Apollo. Ça, c'était vraiment une époque unique. L'enthousiasme était vraiment fantastique et c'était très intéressant. Par exemple, nous avions des astronautes qui venaient ici de temps en temps et ils nous donnaient beaucoup de conseils. Ils voulaient les commandes ici, ils voulaient ceci changer, cela comme ça, et ainsi de suite. Et enfin, vous vous êtes réadapté à l'aviation. Ah oui, je me suis très bien réadapté à l'aviation parce que j'aime bien les avions. L'époque des grandes épopées et des enthousiasmes planétaires est terminée. Commence celle de l'astronautique opérationnelle, celle du service et de l'efficacité. Derrière l'astronaute, c'est toute une armée d'ouvriers, de chercheurs, d'ingénieurs, de techniciens, tous les vainqueurs de la Lune, qui doivent se reconvertir. Ils ont tourné la page. Pour avoir trop bien rempli leur impossible mission, ils doivent tout recommencer. Pourtant, la route fut longue qui mena 2 Américains jusqu'à la mer de la Tranquillité. Quand en 1961, le programme Apollo fut lancé par le président Kennedy, l'astronautique américaine vivait des heures héroïques, celles des premiers vols humains, des vols Mercury. Elle était surclassée, ridiculisée par sa rivale soviétique. Le 5 mai 1961, alors qu'Alan Shepard gagnait sa fusée Redstone pour faire un simple saut de puce dans l'espace, Youri Gagarin, lui, avait déjà tourné autour de la Terre et préparait une tournée triomphale dans le monde entier. Avec des moyens dérisoires, les Américains accomplissent des prodiges, alors que les Soviétiques, sûrs de leur technique, progressaient avec une insolente réussite. Le 13 septembre 1961, quand John Glenn prend la route de l'espace, il en est à sa 11e tentative de lancement. Par 10 fois, il a dû quitter sa cabine sans avoir décollé à cause d'incidents techniques. En dépit de ce magnifique succès, l'Amérique semble définitivement surpassée par l'URSS dans l'exploration de l'espace. Pour les Américains et pour le monde, c'est une défaite majeure, incompréhensible. En réalité, les Russes se sont longuement préparés durant les années 50. Les Américains, eux, n'ont rien fait. L'espace, ce n'est pas une affaire commerciale comme les autres et le système industriel américain s'en est désintéressé. Le président Kennedy entreprend de réagir. À cette industrie qui ne peut réaliser le possible, il demande l'impossible, la Lune. Avant même qu'elle ait maîtrisé les techniques spatiales, avant qu'elle ait réalisé des stations orbitales autour de la Terre, l'astronautique américaine se lance dans l'aventure lunaire. Ce n'est pas une nécessité logique, c'est une nécessité historique. À l'époque, c'est un objectif légendaire et inaccessible, un rêve irréalisable. On ne sait rien de notre satellite, on ne sait même pas s'il est possible de marcher dessus. L'astronautique lunaire est au point zéro. Dans les bureaux d'études, on dresse des plans de voyage. Pour décrocher la Lune, comme pour gagner les guerres, l'Amérique parie sur son industrie. Tout le système industriel est mobilisé. Les grands, d'abord, North American, Boeing, Douglas, Grumman, General Electric, IBM, mais également 20 000 firmes de moindre importance. 400 000 personnes travaillent et il en coûte 125 milliards de francs actuels. Pour arriver sur la Lune, il faut tout inventer. De la fusée au moindre circuit électronique, de l'ordinateur géant à la calculatrice miniaturisée. Le travail est réparti en 5000 tâches différentes à coordonner. 7 millions de pièces détachées sont à inventer.
Une obsession, la fiabilité. En 1961, les échecs sont nombreux. On en recherche les causes, on améliore, car il ne peut pas y avoir d'échec sur la route de la Lune. On torture le matériel de toutes les façons pour en vérifier la solidité. C'est la guerre contre le hasard. Commence alors la construction. De gigantesques usines ont été édifiées aux quatre coins du continent. Maintenant, le projet prend corps. Le président Kennedy a exigé la Lune avant 70. Et pour tenir ces délais, on spécialise le matériel. Le vaisseau Apollo, le LEM, seront des pur sang lunaires, le matériel d'une mission. En toute chose, il faut prendre les solutions immédiatement réalisables, même si elles sont chères ou compliquées. À la Nouvelle-Orléans se construit le grand paquebot lunaire, le premier étage de la Saturne V. Mais aujourd'hui, on ne construit plus de Saturne V. Car la fusée, elle aussi, était un engin spécialisé. Tout juste suffisante pour Apollo, trop grosse pour les expériences autour de la Terre. À ce prix, le projet progresse dans les délais. La préparation est aussi épuisante pour les ingénieurs que pour les astronautes. En 1966, le vaisseau Apollo a déjà subi 20 000 modifications. Chaque partie est un monstre de complexité. On se perd dans les kilomètres de câbles du LEM et du vaisseau spatial. C'est à Terre que se gagne la bataille, que se trouvent les plus grands risques. Si Neil Armstrong avait dû se tuer sur la route de la Lune, il serait mort le 5 mai 1968 durant 7 répétitions de l'atterrissage. À Cap Kennedy, on édifie un gigantesque port lunaire. Le centre en est le VAB, le plus grand bâtiment du monde, la cathédrale de l'espace. Il est conçu pour l'assemblage simultané de 4 Saturne V. Ainsi pourra-t-on faire aisément un tir lunaire tous les 3 mois. On construit également plusieurs points de tir, plusieurs salles de contrôle pour des expéditions groupées dans l'avenir. Tout est conçu pour un ambitieux programme lunaire dans les années 70-80. Pari tenu, les hommes et le matériel, tout est prêt dans les délais. La grande astronautique va commencer. Pour les bureaux d'études, Apollo appartient déjà au passé et ils font des rêves grandioses pour l'avenir. Le programme Apollo et ses petites excursions lunaires ne représentent qu'une première étape. Au-delà seront construites de gigantesques stations interplanétaires et la cabine Apollo ne sera plus qu'une modeste navette entre la Terre et l'espace. Dans les années 70 se développera l'exploration lunaire avec des sortes de LEM géants et des structures gonflables permanentes enfouies dans le sol. La maîtrise de la propulsion nucléaire permettra de raccourcir considérablement les voyages spatiaux. Alors, vers la fin des années 70, on concentrera tous les efforts sur le voyage martien. Ce grand voyage pourrait être entrepris le 2 novembre 1981, avaient calculé les experts. On assemblerait en orbite un gigantesque vaisseau nucléaire pesant des centaines de tonnes et l'on partirait pour un voyage de plus de 2 ans.
Un rêve, certes, mais parfaitement réalisable, car tous les problèmes techniques ont été maîtrisés durant le programme Apollo. Il suffirait de quelques années de travail et de quelques dizaines de milliards de dollars. Sur le plan médical, le voyage a été préparé dans les stations orbitales où l'on a fait séjourner des astronautes durant plus d'1 an. Après 9 mois de voyage, le vaisseau arrive dans la banlieue de Mars. Il se retourne afin d'utiliser sa fusée nucléaire comme frein. Le 9 août 1982, il se satellise. Après quelques jours en orbite martienne, le compartiment d'atterrissage va se détacher du vaisseau mère. C'est un engin qui pèse des dizaines de tonnes et porte un équipage de 6 hommes. Durant 1 mois, les astronautes se livrent à une exploration complète grâce à leur véhicule. Ils vont visiter la grande crevasse équatoriale en particulier. Puis c'est le retour, selon la technique Apollo, du rendez-vous orbital. Mais tout ici est 10 fois plus gros et 1000 fois plus loin. Après 80 jours passés en orbite martienne, c'est le départ vers la Terre. Il est prévu, durant ce retour, de faire un crochet du côté de Vénus. L'arrivée sur Terre pourrait se faire selon des techniques de type Apollo améliorées. Ainsi rêvent ingénieurs et industriels. L'opération Apollo a été leur université de l'espace. Ils en sont sortis avec la mention très bien, et désormais, c'est tout le système solaire qui est à portée de leur technique. Ils veulent aller plus loin, car la nouvelle frontière, c'est l'infini. Mais chemin faisant, ils ont dédaigné une planète, la planète bleue, la planète vivante, la Terre. C'est elle qui aurait dû normalement constituer le premier objectif de l'astronautique s'il n'y avait pas eu ce défi soviétique à relever. Car l'espace est la position idéale pour explorer notre planète, comme le montrent ces photos du satellite ATS. Non pas l'espace lointain, lunaire ou martien, mais l'espace proche des orbites terrestres. C'est cette astronautique au service des hommes, cette astronautique opérationnelle qui devient l'objectif prioritaire. Mais le matériel Apollo est conçu pour l'astronautique lunaire. Il est coûteux, difficile à mettre en œuvre. On conçoit une nouvelle génération d'engins spatiaux, la navette. C'est un projet ambitieux d'avion fusée décollant à la verticale mais atterrissant à l'horizontale comme un simple avion. Un premier étage, le booster, emporte le second sur son dos jusqu'à 60 km d'altitude. Puis les deux engins se séparent, le booster redescend vers la Terre et l'orbiteur va allumer ses moteurs et monter vers l'orbite terrestre.
Grâce à cette technique, le coût des vols spatiaux devrait être réduit considérablement. Alors, se mettraient en place des liaisons régulières Terre-Espace. L'orbiter atteint la station spatiale permanente. Il assure les relèves d'équipage, apporte le ravitaillement. Désormais, il n'y a plus d'astronautes, seulement des pilotes professionnels et des passagers. Ceux-ci, chercheurs, techniciens, ingénieurs, travaillent en orbite terrestre. Ils font de la météorologie, des télécommunications, de l'écologie, de la géologie. Ainsi, l'astronautique se serait banalisée à l'égal de l'aviation, et il n'en coûterait que la moitié du programme Apollo. Mais l'Amérique a bien changé depuis qu'elle a décroché la Lune. Elle voulait prouver que son retard initial n'était qu'un accident. Elle a si bien réussi qu'elle n'a plus rien à prouver. Mais en revanche, elle découvre de nombreux problèmes terrestres qui mobilisent toute son attention. Pollution, délinquance, pauvreté, drogue, urbanisation. Le public américain a toujours été très divisé sur le programme Apollo. Il est très réticent sur le programme post-Apollo. Le Congrès rogne progressivement les crédits de la NASA. De 5 milliards de dollars, on passe à 3. Ce n'est pas assez pour le voyage martien, pas assez pour les bases lunaires, même pas suffisant pour la navette. On se rabat sur une demi-navette, un engin hybride dont le premier étage sera formé par 3 fusées qu'on tentera de récupérer et le second, seul, étant une véritable navette récupérable. Dans l'industrie spatiale, c'est la démobilisation. Les effectifs passent de 400 000 hommes à 200 000. Chez Grumman, près de New York, on a fabriqué le LEM. On espérait faire la navette spatiale. Maintenant, il faut se reconvertir. Dans cette grande salle qui vit naître le LEM, on a repoussé les glorieux vestiges du passé. Une autre activité a pris la place. Beaucoup sont encore sans travail, beaucoup ont eu à vendre leur maison et à se déplacer dans d'autres endroits du pays. C'est une tragédie économique pour les individus surtout, encore plus que pour les compagnies. Parce que les compagnies ont pas mal de projets en général. Comme Grumman, nous avons probablement au moins une demi-douzaine de types d'avions différents, peut-être en fabrication. Et ça nous permet de jouer avec le personnel. Nous mettons plus de personnel sur un autre projet. On divise le personnel qui était utilisé sur la navette spatiale entre les autres projets. On a très peu de gens à mettre à la porte, dans un sens. Malgré la perte de ce contrat qui est très important, nous n'avons quand même mis à la porte qu'une partie de notre personnel, not la plus grande partie, seulement une petite partie. Comme toujours, le dynamisme de l'Américain a repris le dessus. La déception surmontée, on se lance dans une autre voie. Ils ont fait des vaisseaux spatiaux, ils font des avions, et la vie continue. L'astronautique américaine, elle aussi, continue. Non plus l'astronautique héroïque et légendaire de la course à la Lune, mais une astronautique soucieuse d'efficacité, de rentabilité, qui cherche à créer de nouveaux services pour les hommes afin d'imposer sa nécessité. Apollo se termine, on passe du rêve à la réalité, au réalisme même. Mais le rêve des années 60 ne faisait jamais qu'anticiper sur les réalités du XXIe siècle.